Gang. For off gang. I gonna be big gang. Fait la gang. Faut que j'arrête la clope, j'arrête la soquée. Papa, maman, les gars, je suis désolé, j'ai trouvé la pomme. Je faisais le mac et elle l'a croqué. Salope de coquet, elle veut un poney, elle veut un collier. Elle fait des faits, je veux gagner un poney. On va de toute façon réapprendre à devenir dur, qu'on le veuille ou non. Et il m'arrive de rencontrer des gens qui disent « Oui, mais tu sais, moi, dans ma logique de l'autonomie et que la permaculture, c'est une histoire de dons. » Oui, très bien, très bien. Mais quand tu as 15 mecs qui débarquent, ouais, mais alors je partage. Et c'est là où je sors mon histoire des Maoris. Peut-être que vous vous souvenez de ma vidéo sur les Maoris, hein? Non? Si? Non? Bon, je la répète pour ceux qui ne connaissent pas. En 1840 et quelques, les Maoris de Nouvelle-Zélande, ils ont une très bonne idée. Ils sont allés voir les Anglais en disant on pourrait louer 2-3 bateaux parce que. Ils ont loué un ou deux bateaux. Ils ont repéré une île à 1200 km de la Nouvelle-Zélande, où l'île Chatham, où la population, quelques dizaines, quelques milliers de personnes, a une culture extrêmement pacifique. C'est une culture du partage, de la convivialité, du consensus. Donc quand on a un problème, ben voilà, on discute tous ensemble, on fait un concert. Alors voilà, telle famille elle a une mauvaise récolte, on va lui filer une partie de la nôtre, et puis tout le monde va bien, et puis on se fait des bisous, puis c'est très bien. Les Maoris, ils traversent l'océan. Alors comme c'est pas des bons marins, ils ont mis 2 mois pour traverser l'océan au lieu d'1 mois. Donc ils n'avaient pas assez de bouffe, donc ils sont arrivés en rampant sur les plages, déshydratés et mal nourris. Alors les mecs, bon, on va vous nourrir. Donc ils les ont aidés, ils les ont soignés, etc. Donc au bout de 2-3 jours, les mecs, ils ont pris de la force, ils ont sorti leurs armes, ils sont arrivés dans le premier, ils lui ont explosé le crâne, puis ils sont arrivés dans les villages. Et les mecs du village, ils sont arrivés, ils disaient, non, mais il n'y a pas besoin d'utiliser d'avion, on partage avec vous. Et les mecs disaient, non, mais on n'est pas là pour partager, on est là pour tout prendre. Et en plus, on va vous manger. Et ils les ont tous tués. Il y a eu genre 10-15 mecs qui ont survécu dans les forêts. Donc les Maoris, mine de rien, ils connaissaient déjà la théorie de Carl Schmitt, c'est que l'ennemi, c'est pas que toi qui décides qui est ton ennemi, c'est aussi l'ennemi qui décide. Et si l'ennemi il décide qu'il vient de bouffer truc, toi tu dis non mais je suis dans le partage, regardez, c'est vachement plus rationnel, on va filer des trucs. Le mec il dit j'en ai rien à foutre, je te tue, je viole ton chien, ta femme, voilà. Et quand tu n'auras plus rien, que j'aurai tout cramé, je m'en fous, je passe à la suivante. Jusqu'au jour où tu es neutralisé. Mais voilà, pas tout le monde est rationnel, pas tout le monde est intelligent, pas tout le monde... D'autant que le criminel, il a tendance à être pas très intelligent en général. Le mythe du savant fou, le criminel très intelligent, c'est un mythe d'Hollywood, ça n'existe pas. Les gens intelligents, ils sont pas criminels. Les criminels, c'est autour de 85 de QI. Parce que moins t'es pas capable, moins c'est genre, oh, regarde, je vais prendre le couteau, puis je vais tuer le mec, regarde, puis il se tue lui-même. Parce que t'es débile mental. Et plus tu dis, ouais, mais attends, avec ce couteau, je peux faire un truc, je peux fabriquer un outil, puis ensuite je vais faire un truc. Puis, ah ouais, puis on se met ensemble, on va faire. Voilà.
C'est 85, là, le sweet spot, comme on dit pour le QI. Donc c'est comme ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que les groupes criminels, tu peux les exterminer au bout d'un moment. Petite parenthèse, parce qu'un de mes prochains livres sera sur comment on gère les groupes criminels. Je suis en train d'interviewer plein de gens qui ont d'expérience anti-mafia en Italie, etc. C'est fascinant. Alors c'est un peu, on n'a pas parlé de ça, mais je fais juste 2 minutes. C'est que tu vois que tous les groupes de mafia, ça commence par des mecs un peu couillons, qui trouvent un moyen, ils trouvent une niche écologique dans l'environnement où ils peuvent piller, machin, profiter, etc. Ceux qui meurent, la plupart meurent. Parce que soit ils tombent sur d'autres mecs qui les massacrent, soit ils tombent sur l'État qui s'organise et qui les massacre aussi. Parce que, faut voir, dans le passé, il y avait de la criminalité très violente, mais elle était très très vite éliminée et neutralisée. Donc et puis on avait de la nouvelle qui commençait, mais l'État, je veux dire, t'étais voleur, tu étais un bandit, t'étais immédiatement pendu. Au moment où on te chope, on te tire une balle, on te pend immédiatement. Il n'y avait pas procès, machin, prison, préventive, appel. C'était, toi, t'es le brillant, machin. Ah ouais, machin, vous m'avez chopé, bande d'enculés, machin. Bon, ok, la corde, on tire sur l'arbre, et on te laisse là, quoi. C'était comme ça, la gestion de la criminalité pendant les 2000 dernières années en Europe. Et avant, c'était encore plus fun, ils les crucifiaient sur les routes. Mais aujourd'hui, voilà, on est dans une autre manière de faire. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que ceux qui réussissent, c'est déjà les plus intelligents du groupe. Puis généralement, ils se marient avec des gonzesses jolies, donc souvent c'est des intelligentes, parce qu'elles savent qu'il faut aller avec le mec puissant. Donc ils font des gamins un petit peu plus intelligents qu'eux, puis au bout de 2-3 générations, s'ils continuent à réussir, ils ont du fric, c'est le cas à Naples, en Sicile, etc., dans les mafias locales, ils disent à leurs gosses, attends, toi tu vas pas aller faire du racket. D'abord c'est dangereux, tu peux te prendre un coup de couteau, tout d'un coup tu tombes sur un mec récalcitrant, non. Toi tu vas aller à Harvard, j'ai l'argent, je peux payer, c'est bon, tu vas à Harvard. Le mec quand il revient de Harvard, il dit, papa, attends, ok, j'ai compris notre business, machin, mais on va tout réorganiser. On va sous-traiter les trucs de merde aux Albanais ou aux autres, aux Nigérians ou je sais pas qui, et nous, on va faire dans l'immobilier, dans le machin, etc. Au bout d'encore 2 générations, les mecs, ils ont des empires de milliards de dollars. Et ce que m'expliquait le type en Italie sur les mafias de Naples, c'est que le napolitain, les chefs en fait, les groupes, les familles des chefs, ils sont plus du tout dans ce business-là. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que, alors il y a le cousin qui devient politicien, et en fait, ce qu'ils font, c'est que ils ont un business où ils viennent te dire, voilà, cher monsieur le commerçant, moi je vous propose une carte. Avant, c'était, tu me files 20% de ton chiffre d'affaires, sinon je te bute ou je crame ton magasin. Manager Dale. Welcome to the neighborhood. We're from the North Ward Merchants Protective Cooperative. I'm kind of busy. You guys looking for a donation? Let him finish. You may have noticed, not to denigrate anyone, but this is a transitional neighborhood. I mean, demographically speaking, you still have a lot of marginal types. And we merchants have found you really should have some round-the-clock security here. Isn't that what the police are for? They do their best, but they got their hands full. Your weekly dues to us will give you all the supplemental safety net you'll ever need. I can't authorize anything like that. It'd have to go through corporate in Seattle. We merchants prefer to deal on a personal, one-on-one basis. I don't have any discretionary funds. It's gotta go through corporate. But how do you think corporate would feel if, for the sake of argument, someone threw a brick through your window? They've got like 10,000 stores in North America. I don't think they feel anything. What if, God forbid, it wasn't just vandalism? What if an employee, even the managers say, was assaulted? Plus du tout. Non, c'est regarde. J'ai une carte pour un abonnement. Tu es membre VIP du club des commerçants de la région. Avec cette carte,
tu as 10% de moins sur les transporteurs, tu as 15% de moins sur les produits agricoles, ce qui te permet de faire une meilleure marge sur ton business. Je t'intègre avec des débouchés en Écosse, en Pologne, aux États-Unis. Là, ta mozzarella, ton machin, on va mettre une marque Dodge, je peux avoir les machins, les trucs de qualité, tu vas pouvoir intervenir là-bas. Ça va te coûter 15% de ton chiffre d'affaires. En plus, si tu as un problème avec la loi, moi je te propose un fiscaliste, tu paies rien, tu as un fiscaliste, un avocat, un mec, et en plus on te fait une assurance vie, et on se fait une assurance incendie, machin, tout ça. Package total grâce à cette carte, 15% de ton chiffre d'affaires. Le mec il se dit, ouais, ça vaut la peine, c'est cool. Il sait que s'il ne le fait pas, il va cramer. Mais c'est vachement cool. Puis il va voir les autres en disant, toi tu es un transporteur, tu sais, je te fais 15% sur le mec, tu as l'avocat, tu as machin, tout ça. Ils ont inventé... parce que le mec, il a fait Harvard, il a fait la London School of Economics, il a fait l'INSEAD, c'est plus des abrutis. Donc les mecs, ils se sont élevés à ça. Donc c'est compliqué parce que la complexité de cette réalité, c'est plus juste Mamadou et ses copains qui viennent, qui pillent tout, puis qui violent ton chien. C'est quand même une autre réalité. Alors il y a les deux. Je m'égare peut-être, mais c'est une des réalités du monde d'aujourd'hui. Donc, ce qui touche la réorganisation de après, parce que si on a un bordel et qu'on se reconstruit, la réalité, c'est que c'est les mecs qui ont la force qui décident. Parce que les mecs qui ont la force, ils ont aussi la capacité de réorganiser les productions. Donc la question, c'est toujours, est-ce que tu es dans la production ou est-ce que tu es dans la force ? C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un peu des deux. Parce que comme ça, tu peux edger ton truc. Et éventuellement, il y a une toute petite classe, et c'est là où tous les intellos, ils aimeraient bien faire partie de ça, mais c'est la classe ce qui est la classe des prêtres, quoi. C'est la classe des gens qui disent au type qui a la force, si tu me nourris, moi je justifie auprès de la populace que, en fait, si la raison pour laquelle c'est fort, c'est parce que tu as un droit qui est plus grand que l'homme, machin, alors Dieu, machin, tout ça, les esprits, voilà. Il y a toujours eu ça. Parce que c'est bien pour celui qui a de la force d'avoir un mec sur 100 qui a des plumes sur la tête et qui dit Dieu ou le grand esprit, le grand Sachem a dit que oui, c'est lui le chef. Et c'est bien pour vous de bosser toute la journée pour lui. Et le contrat social, il fonctionne comme ça. Parce que les mecs, au bout d'un moment, ils se disent ouais, mais c'est vrai que si on n'avait pas le gros mec fort qui nous protège, les mecs d'à côté, chaque saison, quand ils viennent nous piller, comment on ferait ? Il faudrait qu'on s'organise. Puis en fait, je vois bien que lui et ses copains, ils s'entraînent toute la journée, bing, boom, machin, ou alors aujourd'hui. C'est le film Les 7 mercenaires. We need help. We must buy guns. We know nothing about them. Will you buy guns for us? Guns are very expensive and hard to get. Why don't you hire men? Men? Gunmen. Nowadays, men are cheaper than guns. Le film de Kurosawa ou la version hollywoodienne, c'est qu'en fait, ben voilà, au bout d'un moment, que lorsque les paysans ils veulent se libérer d'un maître, ils sont bien obligés d'aller voir un autre maître. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de... Donc nous, notre boulot, c'est pour ça que la défense, c'est pas seulement je flingue le connard qui vient chez moi à 3h du matin. C'est aussi comment j'organise avec mes amis, etc. Plus tard, le fait d'être une force. Parce que peut-être qu'on va avoir un monde médiéval, et dans le monde médiéval, il vaut mieux être baron que paysan. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas beaucoup de philosophie sur oui, mais alors, est-ce qu'on est dans une logique philosophique aristotélicienne, ou alors est-ce que c'est Kant? T'as un fusil ou t'as pas un fusil? Tu sais l'utiliser ou t'as pas l'utiliser? Est-ce que t'as des potes pour le faire? Oui ou non? Si c'est oui, tu joues le jeu, et on verra bien comment ça se passe. Si t'as pas, ben, tu subiras et t'espères de tomber sur un maître qui est sympa, ou pas. Mais ça, tu choisis pas, donc. Stephen Covey, dans le management, il te dit, voilà, il te parle c'est les 7 habitudes des hommes qui ont du succès. Un des éléments clés, c'est qu'il dit, dans la vie, il y a des choses que tu maîtrises, des choses que tu ne maîtrises pas. Et ce que tu peux faire, c'est travailler pour étendre tes compétences et ton contrôle sur des choses que tu maîtrises de plus en plus. Les gens très ambitieux, en fait, ils ambitionnent à maîtriser de plus en plus de facteurs qu'avant ils ne maîtrisaient pas. Le corollaire de ça, c'est de dire aussi, c'est que ce que tu ne maîtrises pas, tu t'en fous. Enfin, tu t'en fous pas, mais tu factorises comme étant des scénarios possibles, mais tu
tu peux pas le maîtriser, donc tu fais avec. Tu acceptes de lâcher prise sur des choses comme ça. C'est comme ça aussi que tu gères ton stress. C'est parce que si tu commences à stresser, mon Dieu, si Macron va être élu ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Non, tu as un scénario, il est élu, et dans ce cas-là, tu as un scénario en cas de bordel, en cas d'effondrement, en cas de guerre, et tu as un scénario. Mais c'est bon, tu ne stresses pas parce que doesn't matter. Et tu fais ça pour des choses géostratégiques très importantes, mais aussi pour des choses de ta vie au quotidien, etc. Ça va jusque-là, c'est logique ce que je raconte, ou c'est des conneries? Ça va, c'est logique. La réalité, c'est que les gens, ils font ce qu'ils veulent, et ensuite, ils rationalisent et ils expliquent, et ils rationalisent leur choix par des explications. Je veux dire, tu as envie d'habiter en Ukraine, c'est parce que les gonzesses, elles sont bien, parce que la vie est cool. Ensuite, tu rationalises en disant oui, mais en fait, ce pays, il est génial parce que, etc. Doesn't matter. L'important, c'est est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu sens avoir fait un bon choix. Parce qu'à la fin de la vie, c'est aussi ça. Genre, t'épouses une gonzesse, 10 ans plus tard, tu dis ouais, mais elle est plus aussi bien qu'avant, mais en même temps, c'est la mère de mes enfants, puis elle a des bonnes qualités. Non, j'aime bien quand même encore. Tu rationalises. Parce que la réalité, c'est qu'une qui a 15 ans de moins que la tienne, elle est mieux, point. Sauf que tu rationalises, je parle en homme marié, sauf que tu rationalises, tu dis, oh non, mais elle est pas si mal pour son âge, puis c'est une bonne maman pour ses enfants, etc. Puis bon, j'ai 4 gosses, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille niquer une jeune, et puis qu'ensuite c'est le bordel, puis ensuite ça va me coûter super cher, etc. Tu rationalises, vous verrez quand vous aurez mon âge. Et non, mais c'est la réalité, c'est la vie qui est comme ça. Donc le choix géographique, tu vas le rationaliser. Maintenant, est-ce que c'est un bon choix géographique ou pas? Parfois, je vois des gens, par exemple, moi j'avais un collègue, il est venu bosser pour moi quand j'avais mon entreprise en Suisse. Je lui ai chopé le permis de travail en Suisse. Évidemment, il pouvait vivre en Suisse, il pouvait s'établir en Suisse, etc. Et à un moment, il me dit, tu sais, j'ai bien réfléchi, je pense que je vais retourner en France. Et moi, je dis, à Marly-le-Roi, près de... ok, je dis oui, mais parce que tu vois, j'ai une villa là-bas, puis mes filles, elles seront bientôt à l'université, puis je serais bien qu'elles aient à l'université. Il y a des universités en Suisse aussi. Ouais, tout. Bon, maintenant, 10 ans plus tard, il se retrouve à Marly-le-Roi, parce qu'il ne voulait pas vendre sa maison, parce qu'il pensait que ça allait prendre de la valeur. Ouais, ça a pris de la valeur jusqu'à l'année dernière, où maintenant, à 1 km de chez lui, il y a un monstre centre de réfugiés. Là, la valeur de la maison, elle a été divisée par 2 en 24 heures. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut vivre là, maintenant. Il faut être con pour vivre. Parce que t'es genre la première cible des mecs le jour où ils seront plus payés et plus nourris. Donc parfois, il y a des choix bizarres, des choix irrationnels comme ça. Donc oui, le choix, c'est important. Moi, ce que j'écris dans mes bouquins, c'est ce que je pense, c'est que l'affinité culturelle, elle est fondamentale. C'est que tu vas dans un endroit où les gens, ils sont comme toi et qui t'aiment bien. Alors, c'est pas simple, la réponse à ça. Parce que je peux prendre des exemples. Des mecs qui me disent, voilà, qu'est-ce que tu penses? Je vais aller vivre en Thaïlande. La première question, je lui pose, je lui dis, mais est-ce que tu es thaïlandais? Non, mais je suis marié à une Thaïlandaise. Ah, ok. Donc déjà, tu as un petit plus. Tu vas aller là-bas, tu es marié. Tes enfants, ils seront métis, ils parleront thaïlandais. Si tu habites là-bas toi-même, tu vas apprendre à parler un petit peu le thaïlandais. C'est jouable. Mais en gros, tu as fait le choix que toi et tes descendants, vous allez être thaïlandais. Vous ne serez plus des Français ou des Européens. Vous serez des Thaïlandais. Des métis. Et ensuite, tes petits-enfants, ils seront un quart. Et ensuite, un huitième, etc. Il n'y a pas de mal, c'est comme ça, c'est un choix. Si en revanche, tu dis, ouais, avec des potes, on va s'acheter une maison en Thaïlande, etc. Ouais, et comment ça va se faire quand le jour, c'est un peu le bordel, etc. Ouais, mais les Thaïlandais, ils sont gentils et tout. Je peux dire la même chose. Ouais, je vais prendre ma retraite en Tunisie, au Maroc, peu importe. Moi, j'ai les parents de la femme, du frère de ma femme, bref, on s'en fout. Eux, ils ont, pour des raisons fiscales et sexuelles, on va dire, ils sont allés vivre au Sénégal. Bouche. J'aurais pas à comprendre. Non, mais faut pas comprendre. La nana, elle doit avoir 70 ans.
elle va tringler les mecs sur la plage. Bref, bon, c'est comme ça, hein, tu sais, la dégénérescence des gens. Tu sais, la génération qui a fait 68 et tout, ils sont sales. Bref, ils font ce qu'ils veulent. Bon, et bon, alors moi je leur parle pas de toute façon à eux, mais je dis à leurs filles, je leur dis, mais tes parents, ils sont au Sénégal, ils pensent pas que... Ah non, ils savent très bien que ça va être violent et tout, mais eux, ils aiment bien les Noirs et tout, puis ils s'entendent bien. Ouais, parce qu'ils ont du fric maintenant, parce qu'ils ont la retraite qui tombe tous les mois et qu'ils la dépensent localement. Donc c'est sûr que les mecs, ils vont pas trop les faire chier. Ils savent que tous les jours, ils viennent acheter ta bouffe. Bien sûr qu'ils vont pas te faire chier. C'est le jour où tu n'as plus le fric que ça pose le problème. Tu vois tu vois que les mecs, ils vont hésiter 2 secondes à buter des mecs qui ont 75 ans pour piquer ce qu'ils ont chez eux. Je veux dire, il y a des chaussures. Ils vont pas tuer des gens pour des chaussures. Toi, t'as pas été souvent en Afrique. Tu comprends pas comment fonctionne l'être humain en général. Enfin, je veux dire, en Russie, ils ont bouffé leurs gosses quand ils avaient faim. Donc c'est russe. Hein. En Angleterre aussi. Ouais, non, ça chie quoi. Quand ça va mal, les gens ils sont prêts à faire des trucs déments. Bref, tout ça pour dire que oui, le choix géographique, il faut faire super gaffe. Alors, exemple, dans l'histoire, il y en a eu plein. Exemple, quand les Hollandais qui habitaient dans la province du Cap, ils en avaient vraiment plein le cul de se faire coloniser par les Anglais. Ils ont pris leurs armes et bagages, ils sont montés dans les chariots et ils sont partis au nord, le grand trek des bourgs, pour aller dans le Transvaal. Quand les musulmans habitant dans le Raj anglais et les hindous habitant dans le même Raj anglais ont obtenu des promesses d'indépendance, premier truc qu'ils ont fait, ils ont commencé à se taper dessus les uns les autres en disant bah, toi t'es une sale merde de mécréant et toi t'es une sale merde de mécréant. Et au bout d'un moment, ils se sont dit bon, la solution c'est qu'on se sépare. C'est des dizaines de millions de personnes qui sont parties à pied ou avec leurs vaches et leurs machins, traverser le désert du Punjab pour aller d'autres. Il y a des millions de morts. Lorsque les Polonais ont récupéré une partie de terre en Silésie ou en Poméranie, et en Prusse, les millions d'Allemands, c'était ça où ils se faisaient flinguer, donc ils sont partis, avec les Russes derrière. Donc, ouais, les migrations et les immigrations, il faut bien choisir. Et même, moi je pense en France, il va y avoir des partitions de territoire de force. Aujourd'hui, ça se fait économiquement, c'est-à-dire que les gens ils sont prêts à payer pour ne pas être à côté de certaines populations. Dans des quartiers, le jour où tu as une maison qui est achetée par certaines populations, les autres ils se barrent parce qu'ils disent putain le prix immobilier va baisser. Donc tu as de toute façon de fait, en majeure partie, des gens qui ne veulent pas vivre ensemble. C'est comme ça. Il n'y a que chez les gens riches où on est d'accord de vivre ensemble. Ben, c'est normal. Mais je vois Genève, c'est un exemple, ou la Suisse en général. Pendant des années et des années, tu étais très content d'avoir... ah tu sais quoi, t'as un Sénégalais qui est dans mon immeuble, c'est un artiste, il joue très bien de la musique, etc. Il est tout seul. Enfin, ils sont 2, lui et ça. Ah, c'est intéressant, on a un Afghan, il a ouvert un restaurant, c'est super, maintenant on peut manger afghan dans le quartier, etc. Ouais, chez les riches, ça va. Et puis, ah, tu sais, dans la boîte de nuit, maintenant, il y a une jeune beurette, elle est jolie, etc. Ouais, elle rentre, elle. Parce qu'elle est mignonne. Et puis voilà, donc dans certains quartiers, dans certains milieux, c'est évident que la mixité, etc., elle apporte des avantages, mais pas pour la majeure partie de la population. Donc bien choisir ces strates sociales et ethniques dans lesquelles on vit, bah, c'est une évidence. Après, si les gens me disent, tu penses que c'est mieux la Pologne ou la France? Bah, ça dépend où. Si la France c'est Paris, non. Si la Pologne c'est Varsovie, ça dépend où les Pyrénées, c'est pas la même chose. Tu préfères la ville ou la montagne? Donc c'est une matrice avec plusieurs paramètres qu'il faut savoir mettre en grille. J'ai encore 2-3 pages comme ça, j'en ai des cahiers entiers de trucs où j'ai mis des critères en disant bon, alors tel endroit, oui, est-ce qu'il y a une source, oui. Alors moi j'ai l'aspect, est-ce qu'il y a des églises? Non, pas parce que je suis religieux, j'en ai rien à foutre, mais c'est parce que historiquement, dans un endroit où il y a des belles églises, il y avait beaucoup d'argent. Et l'argent, il venait de la capacité agricole. Donc ça veut dire qu'il y a en général de bonnes terres. Alors évidemment, sauf exception, ils ont tout bétonné pour fabriquer des immeubles, mais c'est un critère parmi d'autres. Est-ce que les gens sont sympas? Est-ce que ça emmène, par exemple en Suisse, d'une vallée à l'autre, il y a une vallée où c'est des enculés, une vallée où ce sont des gens accueillants.
Donc, il faut savoir... et moi, quand je suis arrivé dans la montagne, moi, je suis l'étranger, quoi. J'ai pas baisé avec leurs cousins depuis 3 siècles, contrairement à eux. Donc, je fais pas partie de leur génétique. Ça aussi, c'est le problème dans les vallées de montagne, ils sont tous cousins. Ça se voit, ils se ressemblent tous, c'est assez étonnant. Mais vraiment, la même... Bon. Et est-ce qu'ils vont m'accepter en tant que citadin? En plus, j'ai acheté une des grandes fermes de la région parce que les mecs, ils avaient plus... Il peut y avoir de la jalousie. Il y a des en Corse, tu vois ce que ça donne, hein, quand les mecs achètent une maison, et puis qu'en fait, toi t'achètes, mais tu savais pas qu'en fait, il y avait le cousin du vendeur, il voulait l'avoir pour lui, alors il est énervé, il vient te la cramer. T'en sais rien de ça. Ça arrive. Donc tous ces paramètres, ça s'étudie. Autant qu'aller tester si l'eau de la source elle est bonne, si elle est potable, si tu as moyen de travailler avec la commune, la fiscalité, plein de critères que tu peux regarder. À la fin, il y a l'instinct. L'instinct aussi, c'est que tu vas dans un endroit et tu dis « ouais, là je me sens bien ». Ça, il faut l'écouter, son instinct. Enfin, si dans votre histoire de vie, votre instinct vous a fait faire des conneries, non. Mais en général, notre instinct, si on apprend à l'écouter de manière... et on l'entraîne à nous donner des bonnes infos, notre instinct, c'est qu'en fait, notre cerveau non conscient, il est beaucoup plus rapide que notre cerveau conscient. Et c'est ça que nous, donc l'instinct, c'est qu'il a analysé des paramètres que vous n'avez pas consciemment analysés. Donc, il faut savoir l'écouter. Ou en tout cas, voilà, il vous dit, il y a des gens, lui, je le sens pas. Lui, lui, je me sens bien avec lui. Pourquoi? Si tu réfléchis bien, tu te rends compte que, voilà, ouais, parce qu'en fait, il a un parcours de vie qui correspond bien. Mais ça, tu ne pouvais pas le savoir la première fois que tu l'as rencontré. Or, ton instinct, il t'a dit, ouais, lui, il est bien. Lui, c'est un mec bien. Pourquoi on tombe amoureux d'une gonzesse? Il y a un truc qui se passe, quoi. Ah ouais, pouf. Pas juste, ah ouais, elle est mignonne, ça, il y en a des millions. Et du coup, il y en a une, ou deux, ou trois, ça dépend, ah ouais, elle... Parce qu'en fait, si ça se trouve, c'est parce que tu as une bonne compatibilité génétique pour faire des gosses avec. Ça, tu le sais pas. Je vais aborder un point concernant l'affinité culturelle. Moi, je suis émigré, même pas expatrié, depuis que j'ai 18 ans. Ouais. Je suis venu avec un sac à dos, puis pas beaucoup d'argent, donc je suis vraiment parti de zéro. De mon vécu, de ce que j'ai constaté, il faut avoir un esprit, à la base, multiculturel pour s'intégrer dans un autre pays. Et 90% des gens que j'ai rencontrés, qui vivent en Hongrie, en Pologne, etc., c'est des gens incapables de s'intégrer. Ce sont des Français, des Anglais, des Allemands, n'importe où, en fait. Des Américains, des Canadiens. Donc si vous n'avez pas cet esprit d'émigration, peut-être qu'il vaut mieux chercher quelque chose dans ce pays, simplement. À la campagne ou dans une autre province. Mais c'est un travail extrêmement difficile. Moi, ça fait 6 ans que je vis dans un autre pays. Je suis pas intégré. Je suis pas encore intégré. Je suis presque intégré, assimilé un jour peut-être. Mais et pourtant, c'est un pays de culture extrêmement similaire. C'est un pays blanc, catholique. Il n'y a pas beaucoup de différence. On a une histoire commune en plus entre la France et la Hongrie. Mais c'est un processus extrêmement long. Les seuls gens intégrés que je connais, ça fait 15 ans qu'ils y vivent. Moi, j'ai l'avantage d'être parti quand j'étais encore adolescent. Ouais, t'es jeune. J'avais 18 ans, donc j'ai pas fini. Hein. Et donc, si vous n'avez pas... Voilà, j'ai la chance aussi d'être multiracial, plus ou moins multiethnique, un peu espagnol, un peu berbère, un peu français. Je pars avec une base. Tous les gens que j'ai rencontrés qui ont été capables de s'intégrer, c'est des gens qui étaient déjà à la base multiethniques, multinationaux. Les purs, les gens qui viennent d'une ethnie seule ou d'une seule nationalité, j'ai pas rencontré de gens qui ont réussi même à prendre l'avant. Les Juifs s'adaptent très bien aussi. Les Juifs, ils sont un peu apatrides. Capacité d'adaptation. Et il faut être un peu apatride, en fait, il faut avoir un esprit apatride pour pouvoir s'intégrer dans un autre pays, je pense. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, c'est ceux qui ont réussi à s'intégrer. C'est vrai que les Français de Budapest terminent dans les bars à Erasmus. Pas que les Français, tous les... Ouais. Tous les Occidentaux. Party till we die! Moi, je peux parler en tant qu'Italien, où j'ai constaté que, par exemple, les Méditerranéens en général, quand ils ne sont pas en trop grand nombre, hein, évidemment, à se balader ensemble, ils ont une flexibilité culturelle assez grande.
Après, il y a deux écoles. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur cette approche-là. C'est-à-dire que la flexibilité, elle t'amène la capacité de t'adapter, en sachant que la flexibilité, moi, j'ai épousé une femme suisse d'une vieille famille, et mes gosses sont très suisses, quoi. Et ils le sont, et ils vont acquérir, et leurs enfants à eux aussi, a priori, vont acquérir la rigidité mentale qui est plutôt celle des Suisses, et ils auront de moins en moins, au fur et à mesure de leur génération, la flexibilité mentale qui est classique des Italiens. Et encore, moi je suis un mec du Nord, moi je suis un putain d'abruti d'allemand, quoi, par rapport aux Napolitains, que j'adore, ou les Italiens du Sud en général. Qui sont des gens extrêmement capables et performants, qui réussissent super bien partout dans le monde. Tu vois, les Italiens en Amérique, ils réussissent partout. Parce qu'ils ont un peu de rigidité, mais beaucoup de créativité et de flexibilité. Donc chaque pays est différent. Tu vois, par exemple, les Espagnols, ils sont beaucoup plus rigides que les Italiens. Et ils réussissent un peu moins. Parce qu'ils sont trop rigides. Et ils ont quand même un peu de bordel. Donc à la fin, ça fait l'Amérique latine où c'est le bordel.